Bonjour à tous, on se retrouve pour mon tout premier épisode accompagné d'une invitée incroyable pour cette année 2021 et franchement je suis ultra excitée puisque aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Valentina, on prononce comment? Bracciole? Bracciale, ce qui veut dire bracelet en C'est français. mignon, c'est mignon comme Voilà, petit en nom. fait, je m'appelle Valentina Bracelet, mais voilà, si tu veux vraiment l'accent, c'est bracciale. Voilà, là tu as, Bracciale. voilà, ça chante, tu vois, c'est. Ouais, c'est très joli et j'adore ton prénom. Merci. On en a parlé un petit peu en off lors de notre premier Oui, échange. Tu me disais, des fois, je me fais un petit peu reprendre sur mon prénom par rapport à mon métier. Et genre, j'ai c'est vrai. halluciné parce que moi, j'adore Valentina. Je trouve que c'est un beau prénom. Et du coup, Valentina, en dehors de ton très joli prénom, aujourd'hui, tu nous rejoins dans le podcast Outrospection Oui, parce que j'étais super excitée à l'idée en fait de faire un épisode sur une thématique dont j'ai jamais parlé dans mon podcast. Et j'ai d'accord. trouvé que tu étais certainement la meilleure représentatrice de cette thématique, puisqu'en fait, on va parler de quelque chose qui est lié à ton métier. Je l'espère, je vais tout faire pour, mais en effet, oui, c'est la thématique, c'est mon quotidien. Très bien. Alors, dis-nous un petit peu plus en quelques mots. Toi, Mhm. qui es-tu? Tu viens d'où et qu'est-ce que tu fais? Alors, bah, je m'appelle Valentina Bracial, j'ai 39 ans, j'habite à Paris. Je suis sexothérapeute depuis un peu plus de 3 ans. C'est suite à une reconversion professionnelle. Auparavant, j'ai bâti toute ma carrière en tant que cadre dans des grandes entreprises, au sein de directions marketing et dans le domaine aussi de la communication. Et aujourd'hui, tout simplement, j'accompagne des hommes, des femmes, des couples de toute orientation sexuelle qui ont des problématiques liées à leur intimité, dans le but de retrouver une harmonie, quelque chose en fait, une confiance en eux et dans leur intimité, et aussi une posture différente dans leur sexualité, tout simplement. Ok, super. Dis-moi, Valentina, est-ce que tu enregistres bien aussi de ton côté? Oui. Ok, je vérifie juste. Alors, par rapport à ce que tu me décrivais sur ton métier, on va y revenir parce que Bien je sûr. trouvais que c'était important de rappeler un petit peu ce que c'était que le métier de sexothérapeute, sexologue, etc. Parce qu'il y a beaucoup de croyances, je pense, autour de ton métier et de ce que tu fais. Et peut-être Énormément. que c'est pas clair pour tout le monde, en fait. Qu'est-ce qu'un spécialiste du domaine fait en particulier. Mais avant ça, comme tu le sais peut-être, on a cette tradition dans le podcast qui est de commencer Oui. avec la question un peu farfelue pour apprendre à connaître l'invité. Et moi, j'aime bien demander à chacun de mes invités si leur vie était un film, quel en serait le nom? Est-ce que toi, de ton côté, tu as eu un petit peu de temps pour réfléchir à la réponse? Alors, oui, c'était pas facile, mais j'ai tout de suite, enfin, après réflexion, je te répondrai tout simplement Forrest Gump. Alors, je vais te dire pourquoi. C'est vrai, tu sais qu'on me l'a déjà dit. Voilà, eh ben, désolée, mais pourquoi? Parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui est à la base un peu différent, qui traverse le temps, qui traverse sa vie au travers d'épreuves, d'expériences, et tout ça en fait se présente à lui de façon très naturelle, très simple. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cet éloge, en fait, d'entreprendre, et cette capacité qu'on a toutes et tous de pouvoir entreprendre toute chose, peu importe notre milieu social, peu importe notre handicap, qui peut être physique ou social ou autre. Et je trouve que ça me représente bien, parce que je ne suis pas française à la base, je suis arrivée très tardivement en France. Je suis totalement autodidacte dans l'apprentissage de la langue française. J'ai traversé différents épreuves très très dures et pas forcément faciles. Déjà pour m'intégrer dans un pays qui n'était pas le mien, et aussi au sein de mes études, des entreprises, des postes que j'ai pu occuper parce que j'étais manager, je manageais des grosses équipes. Je pense que c'est quelque chose qui me résume bien. C'est super. Et écoute, j'avais un invité sur cette saison 2 qui m'avait aussi Mhm, cité Forrest Gump. Et mhm. en fait, je pense dans ce que tu dis qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Et moi, je tiens à le dire encore une nouvelle fois, mais ce film, il me parle aussi beaucoup. Et je comprends pourquoi certains des invités peuvent le citer comme aussi un film qui résume
des valeurs, un parcours, une approche aussi par rapport à la vie. Et comme tu me disais, voilà, toi, tu es arrivé et tu as appris le français finalement que tardivement, ce qui ne Oui. s'entend absolument pas. Merci, Je ça pense c'est que un très bon compliment. J'adore. je pense qu'on ne pourra pas me contredire, mais c'est vrai que quand tu m'as dit ça la première fois, je me suis dit, mais jamais j'aurais deviné que tu n'es pas native. Et pourtant, le français, c'est une langue qui est tellement compliquée, je trouve, à maîtriser que tu peux vite quand Je même capter confirme. quand quelqu'un a son petit accent, son petit truc. Et après, non pas qu'un accent, ce soit une mauvaise chose, parce que je trouve que ça Non, bien apporte sûr. toujours un petit côté personnel et c'est intéressant, en fait, ça donne une histoire à la personne. Mais le fait est que d'apprendre une langue tardivement, qui n'est pas la tienne évidemment, et où tu n'as pas le choix parce que tu arrives dans le pays et de toute façon, on va pas te faciliter la tâche, hein, dans tous les cas Non, en du France. tout. C'est vraiment chapeau. Et voilà, après moi en tant que Merci. Française, je Merci peux le beaucoup. dire, la langue française est une horreur. Non, c'est une belle langue, mais Non, c'est une mais langue je très suis amoureuse difficile de à cette apprendre. langue, donc tu vois, maintenant, avec le temps, alors ça fait plus de 30 ans que je vis en France, mais j'arrive à m'exprimer, à véhiculer des messages de manière beaucoup plus impactante en français qu'en italien, qui Mhm. est quand même ma langue maternelle et que je continue à parler avec mes parents. Mais je trouve que pour moi, c'est la plus belle langue du monde, donc. Bah oui, du coup, t'as tellement apprécié que finalement, t'es toujours là plusieurs années plus tard, puisque voilà, tu me parles, tu es en direct de Paris, et aujourd'hui, tu exerces ta profession en France. Absolument. En Ok, France et en français. Donc voilà. super. Alors, tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est que le métier de sexothérapeute? Parce que tu m'as dit lors de notre première conversation, il y Mhm. a certaines personnes pour lesquelles, quand moi je dis que je suis sexothérapeute, sexologue, bah, ils vont un petit peu s'imaginer que je suis une experte de Jackie et Michel. C'est exactement ça. C'est surtout, alors sans vouloir faire de généralité, parce que je suis vraiment pas une personne qui est dans le côté militant, mais beaucoup les hommes ont cette profonde conviction de, tu sais, l'image de la femme qui est sexothérapeute, donc qui détient un savoir, une connaissance, et forcément, elle est beaucoup plus libérée, elle a des pratiques un peu plus étranges, si je peux dire ainsi. Et on est presque vu comme, oui, comme tu disais, comme quelqu'un qui va participer à des vidéos amateurs comme Jackie et Michel, ou faire même des films X, ou de l'amateur avec notre compagnon. Donc on est vu comme ça. Il y a cette espèce de aura qui n'est pas forcément positive à mon sens. Mais effectivement, on est vu comme un peu un fantasme presque. Ça, je l'ai beaucoup, de manière quasi quotidienne. Alors aujourd'hui, bon, désolée de décevoir certaines personnes, tu nous parles pas en tant qu'actrice, mais tu Du nous parles tout. en tant que spécialiste de la Absolument. question. Tout à Voilà, fait. c'est Je une autre confirme. forme de pratique, c'est une pratique de terrain, mais c'est pas sur la même chose, on va dire. Mhm. Et justement, ce qui m'intéresse de savoir pour que les gens comprennent un peu ton point de vue par Bien rapport sûr. à la thématique du jour, c'est que tu nous expliques un petit peu comment tu fais ton métier et qu'est-ce que tu fais au quotidien. D'accord. Alors déjà, je suis sexothérapeute, ce qui est une grosse différence par rapport à sexologue. Aujourd'hui en France, enfin, être sexothérapeute est un métier, hélas, non réglementé. Donc, on a le choix de pouvoir exercer ce métier sans formation, chose que je ne partage absolument pas. Il faut avoir des vrais diplômes, il faut avoir des vraies formations, avoir effectué un stage et surtout une analyse sur soi-même. Mon quotidien, comme je le disais, c'est d'accompagner des femmes, des hommes et des couples sur des problématiques diverses et variées. Ça peut être des problématiques qui ont une corrélation directe avec le corps humain, comme par exemple des pannes érectiles ou du vaginisme, mais je traite majoritairement, des blocages qui sont psychologiques, qui sont enfuis, de l'estime de soi, de la confiance en soi dans la sexualité, mais aussi dans le relationnel. Je traite beaucoup des choses comme l'infidélité, par exemple, comment s'en remettre d'un épisode d'infidélité, d'une rupture qui était un peu dramatique, mais aussi de personnes qui ont eu un passé très lourd, comme des personnes qui ont subi des attouchements sexuels ou autres. Donc c'est une palette qui est très variée. Et la méthode sur laquelle je m'appuie, c'est la sexoanalyse du docteur Crépeau, qui est un grand psychanalyste sexologue canadien. Et la méthode, en fait, est très simple. On part de la genèse de la personne,
de son histoire. On ne se focalise pas tout de suite sur la problématique pour laquelle la personne vient me voir. On reparcourt en fait un chemin depuis le début ensemble pour arriver à une solution dans le présent. C'est ce que tu me disais aussi dans ton approche, c'est qu'en fait les gens viennent avec une problématique, un besoin ou ils sont en Mhm. attente de réponse de ta part, mais toi tu rentres Oui. pas directement en disant ah bah alors c'est ça qu'il vous faut, mais tu as vraiment ce temps où tu apprends à comprendre et à connaître finalement la personne qui vient te consulter pour être capable on va dire par la suite de peut-être un petit peu plus l'aiguiller, mais tu me disais voilà c'est pas les gens arrivent et puis direct ils repartent et je leur file une solution quoi. Alors non, alors déjà c'est impossible parce que comme tout thérapeute, comme tout type de thérapie, on a une obligation, pas forcément de résultat, mais de moyens. C'est-à-dire qu'on doit tout mettre en œuvre pour que la personne puisse avancer. Ça, c'est déjà la première chose quand on s'adresse à un thérapeute, et ça de tout type. Et deuxièmement, on en avait aussi un peu parlé toutes les deux, chaque personne étant unique, une même problématique ne peut pas être abordée, traitée, développée et résolue de la même façon. Quelqu'un qui a un manque de confiance en soi, dans l'intimité, la problématique n'est pas la même d'une personne à l'autre. Donc je n'aurai pas la même approche, je n'aurai pas le même langage. J'utilise énormément d'images. C'est une technique en fait qui permet de ne pas inclure directement la personne, mais de l'amener à réfléchir par elle-même. Et pour ça, c'est très important, enfin pour ma part en tout cas dans ma pratique, de ne pas être source de réponse immédiate, mais plutôt source de questionnement et de réflexion. Et en fait, on se rend très vite compte que la personne trouve ses réponses toute seule. Et quelque chose qui n'était pas évident ou des détails apparaissent tout de suite comme des éléments qui sont vraiment importants dans la problématique qui est la sienne. C'est ce que tu me disais en fait la plupart des gens pensent que c'est toi qui vas nécessairement leur fournir les réponses, mais en fait tu les Oui, amènes à se poser les questions et à trouver les réponses par eux-mêmes, puisque finalement, ils sont en capacité d'avoir ces réponses, mais il suffit qu'ils soient dans cette disposition de se questionner de la bonne manière. tout à fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je le vois au fur et à mesure des séances. C'est très évolutif. Déjà, la personne va avoir un paraverbal, un positionnement, une intonation de voix qui va commencer à changer. Donc, c'est déjà des premiers signaux où effectivement, il y a une prise de conscience de la personne et bien évidemment une amélioration de son quotidien, de son mental, de son côté émotionnel. Et en fait, c'est vraiment un chemin qu'on fait à deux. Comme je dis toujours, je détiens peut-être un savoir, mais c'est pas ainsi que je me positionne vis-à-vis des personnes que j'accompagne. Je suis aidante, je suis facilitatrice de quelque chose, comme si on avait un tas de nœuds, et je suis juste là pour leur permettre de dénouer au fur et à mesure, et peut-être d'une façon différente et plus rapide. Très bien. Et justement, aujourd'hui, tu mets cette approche au service de tous, puisque tu as aussi créé un compte Instagram Tout à où fait. justement tu démystifies un petit peu certaines thématiques, on va dire la thématique du sexe, mais à travers certaines choses qui sont pas forcément liées à l'acte sexuel en lui-même, mais il y a beaucoup de choses que tu évoques sur ce compte. Tu peux nous redonner le nom de la page Instagram? Bien sûr, c'est Valentina, donc Valentina le prénom, point, sexothérapeute, sans accent, sans espace, sans rien. Donc Super. valentina.sexothérapeute. Je remettrai les liens dans les notes du Merci. podcast. Allez vraiment suivre la page parce que pour le coup, je trouve que c'est super cool. Il y a beaucoup de gens qui partagent aussi des témoignages parce que tu fais pas mal de Oui, sondages et comme tout est anonymisé, du bien coup, c'est sûr. intéressant de voir en fait que les gens se livrent et s'expriment sur ces sujets-là. Et toi, ce que je trouve bien, c'est que tu fais aussi pas mal de carousels récapitulatifs avec voilà, des choses qui sont issues de certaines études, des choses qui sont là aussi peut-être un petit peu pour déculpabiliser par rapport Mhm, à ce qui existe dans ce domaine. Et ça, je trouve bien absolument. parce que c'est un domaine qu'il faut ramener davantage. Toute cette compréhension en fait autour du sexe sur la sphère publique et utiliser en fait les réseaux comme un moyen de le faire, puisque bon, je pense que tes clients, enfin tes patients ont cette compréhension puisqu'ils viennent une fois qu'ils sont sur place, Absolument. ils voient tout le travail. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui penseraient jamais à venir consulter un sexothérapeute parce que ils n'ont pas forcément conscience de ce que peut faire un sexothérapeute et ne savent pas s'ils doivent aller consulter ou pas un sexothérapeute. Alors, je te rejoins totalement parce que
pas de manière systématique, mais très souvent, la première séance, on parle quasiment pas de sexe. Donc, il y a beaucoup de gens. Alors, après, j'ai un petit rituel qui est le mien. Une personne que je ne connais pas, je vais toujours m'entretenir une trentaine de minutes, juste pour faire connaissance et savoir si effectivement il peut y avoir un échange et une confiance. Parce que, premièrement, être thérapeute, c'est avoir confiance dans la personne qu'on consulte. Et beaucoup sont surpris parce qu'on se dit, mais en fait, l'heure est passée ou 1h30, on n'a jamais parlé de sexe. Et en fait, donc je pose toujours la question, comment vous sentez-vous? C'est très important d'avoir le ressenti final. Et finalement, la personne se rend compte qu'elle a passé 1 heure et demie à parler que d'elle, sans jugement, en totale bienveillance et dans une bulle de confiance. Ça, c'est très, très important. Et surtout, dans un schéma où on est vraiment sur un piédestal d'égalité. Il n'y a pas « je suis la thérapeute » et vous êtes là parce que vous avez une problématique. C'est un vrai échange. Et tu me disais aussi un point qui est important, tu l'as mentionné tout à l'heure, mais c'est vraiment que toi, ton approche, elle est vraiment universelle et on va dire non genrée. C'est-à-dire que dans ce que tu publies, absolument. dans ce que tu partages et dans le travail que tu fais avec les patients, il n'y a pas ce truc de je vais pousser pour une sexualité des femmes plus développée ou... les hommes, je n'ai pas forcément une idée précise. En fait, ce que tu me disais, toi, c'est que déjà sur les réseaux, tu tâches d'avoir une communication la plus inclusive possible. Neutre. Oui. Et neutre surtout, oui. Et aussi dans le fait que toi, tu as aussi bien des femmes que des hommes qui viennent te consulter, même des couples, tu me disais. Hein. Absolument. Et toute orientation sexuelle, donc que ce soit des hétéros, que ce soit des personnes qui sont bisexuelles, homosexuelles, qui sont polyamoureuses, c'est un des grands sujets, surtout en France, je pense aussi chez toi. Oui. Je dirais même dans le monde. Aujourd'hui, il y a énormément de pays qui s'intéressent de plus en plus parce que c'est quelque chose qui se démocratise. Je prends l'exemple de la Russie, qui est un pays très protectionniste, qui est très moralisateur par rapport à la sexualité et à la vie de couple. Même en Russie, il y a tout un mouvement de polyamoureux qui commence à se développer. Et je trouve ça excellent parce que la sexualité, c'est tout sauf normal ou normatif. Ouais, ça, il n'y a pas de normalité. De le dire. Voilà. C'est bien sûr, attention, loin de moi l'idée de inclure des pratiques qui sont hors la loi ou qui impliquent une quelconque contrainte de la personne. Je parle en toute bienveillance, avec un consentement qui est totalement mutuel et qui reste dans le cadre de la loi. Après, la sexualité, on ne peut pas dire tu as une sexualité normale, pas lui, pas elle. Qu'est-ce qu'est la normalité ? Qui est celui ou celle qui va pouvoir définir qu'est-ce qui est normal dans le sexe ? Non. Ça serait totalement anachronique, surtout dans nos temps, en 2021, de dire on peut avoir une sexualité qui est normale ou normative. Ça, c'est quelque chose que je combats au quotidien. Tout à fait, comme le fait, j'imagine aussi, de ne pas avoir de sexualité et de le choisir. Absolument. Alors, on peut ne pas avoir de sexualité parce que c'est un choix. Alors, il y en a qui n'ont pas de sexualité parce que c'est un choix. Il y en a d'autres qui n'ont pas de sexualité et c'est pas par choix. Donc là, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Ça peut être des blocages psychologiques et ça peut être quelque chose qui est lié au physique. Donc là aussi, il faut faire très attention. Il y a une différence entre les personnes qui choisissent de ne pas avoir de vie sexuelle et celles qui n'en ont pas, mais c'est pas leur choix. Donc je pense notamment à des personnes qui sont aussi handicapées ou qui sont atteintes de schizophrénie, donc sur lesquelles il y a un impact en fait sur les érections. Donc malgré elles, ne peuvent pas avoir une vraie sexualité, du moins comme elles le voudraient. Très bien. On va y revenir justement. Et tu sais, un des points que je voulais aborder avec toi, c'était justement toutes les croyances qui sont autour du sexe, parce que parmi mes auditeurs peut-être aujourd'hui ou mes auditrices, on est à un moment donné dans nos vies amenés à nous poser des questions sur finalement nos envies, nos désirs, nos fantasmes, etc. Et peut-être que sans le savoir, nous sommes conditionnés par un certain nombre de croyances qui peuvent être limitantes pour certaines. Absolument. Et je me disais que je ne pouvais pas trouver meilleure personne à qui poser cette question.
C'est-à-dire de savoir un petit peu qu'est-ce qui revient le plus, parce que toi, tu es amené au quotidien à finalement recevoir le témoignage de personnes qui arrivent avec un certain, on va dire, background knowledge par rapport au sexe et qui pensent pas mal, hein, mais qui peut-être Non, non. sont face à des idées reçues et à des préjugés ou à des clichés par rapport au sexe. Et je me suis dit, voilà, peut-être que toi, de ton côté, tu as un petit top comme ça des plus grosses croyances qu'on peut avoir en matière de sexe et ça pourrait aider certains et certaines. J'en ai un paquet. Rassurez-vous, on peut aller au-delà de ça, quoi. Absolument. Alors déjà, je me dois de faire une micro-introduction par rapport à cela. C'est-à-dire qu'on vit dans une époque où il y a l'accélération, si tu veux, de cette surconsommation du sexe, des rencontres qui est donnée par les sites de rencontres, par les applis. Donc, on parle souvent de ubérisation, en fait, du sexe, de l'amour. Il y a une surconsommation et un accès très rapide, très facile à la pornographie qui véhicule pas forcément les bons messages, les bonnes images. Et les réseaux sociaux, je mettrai en troisième, où il y a une espèce de dictat de normalité physique ou de normalité sociétale et sociale, c'est-à-dire avoir tel physique, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Là, je mets tout le monde dans le même panier. Il faut avoir tel physique, il faut avoir telle voiture, il faut aller dans ce type d'hôtel, avoir ce type d'expérience, de voyage et ainsi de suite. On est dans une société où tout est catalogué et effectivement, si on coche pas les cases, on est vite mis sur le bas-côté. Donc pour moi, c'est vraiment très important de faire cette introduction qui est liée aux croyances limitantes sexuelles parce que ça a un lien. Le palmarès, si je peux ainsi dire, que je reçois, que ce soit en consultation ou via les réseaux sociaux, parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent me parler spontanément. Alors premièrement, désolé pour la génération 20-30 ans parce que c'est pas les mêmes croyances. Donc pour la génération 20-30 ans, je dirais que le fait de multiplier les conquêtes, hein, le fait d'avoir cette étiquette de serial lover, serial séductrice ou séducteur est presque un gage de qualité sexuelle. Je m'explique. Parce que j'ai multiplié les partenaires, je suis sûre de t'apporter la qualité dans l'intimité. Alors, je pense que ça, c'est une vieille légende. Hein. La quantité n'a jamais fait la qualité, hein, dans tout domaine. Le sexe ne déroge absolument pas à cette règle. On peut être un homme ou une femme ayant eu que 2-3 partenaires et effectivement se retrouver dans une relation amoureuse ou même à se marier, donc avoir le même partenaire et être très performant, très épanoui, enfin tous les attributs positifs qu'on peut y trouver. Donc ça, c'est vraiment une grosse croyance limitante de la jeune génération, je m'en excuse, de penser que parce que j'ai eu beaucoup de femmes ou parce que j'ai couché avec beaucoup d'hommes, je suis le fameux bon coup. Alors ça, c'est vraiment, ça c'est totalement faux. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le bon coup, hein. Ça, je suis d'accord avec Énormément. toi. Ouais. Énormément. Alors il y avait un prof que j'avais qui disait on est tous le bon et le mauvais coup de quelqu'un. Complètement. Voilà, parce que et encore une fois, parce qu'il n'y a pas de standard, parce qu'il n'y a pas de normalité, il n'y a pas de cahier de charge quand on est dans une relation purement sexuelle et charnelle, il y en a pas. Et c'est bien de le rappeler parce qu'on a tendance aussi peut-être dans ces situations-là à se remettre en question aussi, tu sais, comme tu entends souvent, tu l'as dit, hein, vu qu'on est dans cette génération où il y a la consommation est rapide et facile, tu peux passer de quelqu'un à l'autre rapidement et tu peux aussi te dire ah mais si ma vie marche pas, enfin si tu vois ma vie amoureuse marche pas, c'est peut-être parce que je suis nulle au lit, tu vois. Ce truc un peu de se remettre en question et de se dire ouais je passe d'une personne à l'autre, mais en réalité c'est peut-être parce que finalement c'est moi qui suis pas un bon coup. C'est notre rôle de sexothérapeute, c'est le mien en tout cas, de remettre la personne au centre de toutes ces problématiques. Parce que ça c'est typique de notre société aussi, c'est de voir toujours le problème chez l'autre. Dans toutes circonstances. Mais sans se questionner soi-même et sans effectivement faire un bilan sur qui on est et qu'est-ce qu'on donne et qu'est-ce qu'on demande. Parce qu'on est toujours dans la demande de quelque chose en fait. Et dans le sexe, c'est surtout ça. Donc voilà. Dans les autres croyances limitantes, après bien évidemment, je me sens un peu obligée de parler que des femmes parce que le fantasme des femmes, le désir des femmes, la masturbation des femmes, elle est encore très taboue. Ce n'est que
dernièrement, ou effectivement, avec des mouvements qu'on connaît tous, hein, mais que je ne souhaite pas citer, ou avec des nouvelles lectures, ou même des personnes, des grandes journalistes qui parlent de ça, on met sur le devant de la scène le fait que la femme a son propre désir, ses propres plaisirs, ses propres fantasmes, et que la masturbation n'est pas quelque chose de coupable et de culpabilisant, pardon. Je reçois encore beaucoup trop de jeunes femmes, je dirais entre jusqu'à 35 ans, où effectivement c'est tabou, où la pression sociale, religieuse, familiale donne vraiment une culpabilité à cette pratique qui est totalement normale, et sur laquelle il n'y a pas grand chose à dire, ça fait juste partie de l'être humain en fait. Et dans les autres croyances limitantes que je vois beaucoup, je dirais, il y a aussi ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure, le standard de beauté. C'est-à-dire, une fille qui est très très belle, elle sera forcément bonne au lit. Et un mec qui est très très beau, très musclé, ça sera forcément un bon coup. Alors ça, il y a presque des études qui font loi, c'est totalement faux. Et du coup, j'assiste à un nouveau phénomène qui est en fait la pauvreté de l'intellect. Alors, je m'explique, c'est que dans les personnes que je suis, j'ai des personnes qui travaillent dans le milieu du sport ou qui travaillent dans le milieu du mannequinat, donc qui ont une plastique très avantageuse. Et ils me disent, Valentina, je rencontre tout le temps les mêmes filles ou les mêmes garçons, j'attire des canons de beauté, mais au bout d'une semaine, on n'a plus rien à se dire. C'est triste, hein. C'est très triste. Ouais. C'est très triste. Donc, mais ça, c'est changer les mentalités aussi. C'est parce qu'on est dans une société où même la personne avec qui on va faire notre vie doit correspondre à un cahier des charges qui est le nôtre, je dirais à peu près à 25%, mais tout le reste est dicté par la société. Donc voilà, c'est des vrais constats que j'ai au quotidien. Oui, et par rapport à ça, justement, est-ce que les gens qui peuvent venir te consulter arrivent à faire ce chemin aussi de comprendre Enfin, ça va paraître un peu débile ce que je vais dire, mais tu vois, le fait de dire je suis quelqu'un qui prend soin de moi, je fais du sport, ou je suis mannequin, etc. Et je pourrais potentiellement envisager d'aller vers un autre type d'homme ou de femme qui me plairait pas à 100% physiquement, tu vois, est-ce que l'acceptation de cette idée est facile comment dire, à venir de leur côté, ou est-ce que tu es amené à leur prouver les choses, enfin comment est-ce que ça, parce que c'est quand même pas facile, tu vois, de se dire ouais mais attends, moi je vais pas me mettre avec quelqu'un qui me plaît pas physiquement, tu vois, juste parce que je peux avoir des choses à lui dire ou à il ou elle, quoi. Alors effectivement, petite précision, l'attirance physique reste tout de même primordiale, cela va de soi. C'est bien évidemment, on ne peut pas faire, surtout dans une relation sérieuse, on ne peut pas être avec quelqu'un et être dans l'intimité avec quelqu'un si on n'a pas une attirance physique, bien évidemment. Pour répondre à ta question par rapport à ces personnes-là, alors bizarrement, au bout de, je dirais, 4-5 séances, elles prennent conscience du fait que c'est ce que j'appelle moi et ce qu'on appelle aussi en psychologie les schémas répétitifs, hein. On a toujours le même type de relation qui commence et qui se termine de la même façon, toujours le même type de personne avec qui on a le même type de discours, de dialogue et de sujet de conversation. Mais en fait, ce qui est navrant, c'est le poids de la société. C'est que quelqu'un qui est coach sportif, qui est mannequin ou qui est athlète de haut niveau, pour la société, ne peut pas être avec une fille peut-être qui sera plus petite et ronde. Et à contrario, une fille qui est très grande, qui est mince, qui peut-être pourrait s'inscrire à Miss France, hors de question d'être avec un homme qui est plus petit ou qui n'est pas baraqué ou qui n'a pas une position socio-professionnelle avantageuse. Ça, c'est quelque chose sur lequel ils ne peuvent pas faire l'impasse. Comme je dis toujours, à Paris, les avocats sont avec les avocats, les médecins avec les médecins, les architectes avec les architectes. Alors c'est très réducteur, c'est très stéréotypé, parce que j'ai travaillé longtemps dans la com, en agence, etc. Et c'est un monde qui est tellement stéréotypé entre, tu sais, le mi-chemin entre le hipster et la fille à franges. Et le couple idéal, c'est ça. Oui, je sais, c'est très stéréotypé, hein. En tout cas, à Paris, ça l'est, hein. Tu sais, quand je faisais mes études, j'allais rue Montergueil et je prenais des notes, juste en observant les gens. Et ça, il n'y a pas besoin de faire des études ou d'être sexothérapeute ou autre. En fait, les personnes c'est vraiment le dicton, qui se ressemblent, s'assemblent, sauf que c'est pas pour les bonnes raisons. Et c'est pour ça qu'on est quand même le pays où il y a le plus de divorces quand même en Europe, hein. Donc il faut quand même se poser les bonnes questions.
C'est hyper choquant, mais en même temps, c'est bien de le soulever parce que, en fait, c'est là où on commence, à travers ce que tu racontes, ces croyances-là, à se dire, mais est-ce que finalement, on serait quand même pas influencé malgré nous par le poids de cette société? Mais d'un autre côté, tu as envie de te dire, mais on est aussi la société, tu vois? Donc, Mais bien sûr qu'on l'est. c'est vrai que ça nous met dans une position où il faut qu'on réalise aussi l'importance et le rôle qu'on joue aussi dans nos vies, Mhm, dans tout ça. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vont te dire, oui, mais c'est pas moi, c'est de la faute des réseaux sociaux. Tu vois, par rapport à mhm. si je plais pas aux hommes ou si je plais pas aux femmes, faut voir un petit peu ce qu'il y a en ce moment en ligne, mais je conviens pas aux critères. Mais c'est vrai que quelque part, on a malgré tout ce pouvoir de dire ce qu'on voit. Des fois, c'est pas réel. Des fois, il faut aussi regarder d'autres choses. Moi, c'est vrai que je prône beaucoup le fait d'être attirant aussi de l'intérieur. Parce que je pense qu'on est saturé de contenu sur le sujet. Comment être plus mince, comment être plus belle, comment être plus musclée, avoir un six-pack, etc. Et on ne dit pas suffisamment aux gens comment être attirant intellectuellement, tu vois. Ah bah, Et ça, tu vois, il y a très peu de contenu sur le sujet. Même quand je regarde sur Instagram, tu vois, comment attirer les gens, comment leur donner envie. C'est sûr qu'on parle pas mal de self-love, tu vois, le fait aussi de... oui, Ça de va s'aimer contribuer à soi-même et tout ça, attirer bien des sûr. bonnes personnes, mais c'est vrai que, tu vois, d'un point de vue, tout ne se base pas uniquement sur ce qu'on voit. Et ça, c'est un peu, voilà, la problématique qu'on a avec les apps de rencontre où, tu vois, Tinder, la décision se prend sur une photo, clairement. Après, tu as la petite bio, alors tu peux mettre en avant ton humour, machin et tout, mais quelle part elle prend vraiment par rapport aux photos, tu vois? Et, Bah, là, c'est là que tu te rends compte que le physique, c'est 99%. et C'est, ouais, donc j'imagine que toi, tu dois souvent avoir justement des problématiques qui partent de là, en fait, de cette apparence, de ce côté très, bah, mon enveloppe corporelle, voilà ce qu'elle dit et voilà où est-ce qu'elle m'amène dans ma vie sexuelle. mais dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que j'ai aussi des hommes et des femmes qui n'ont peut-être pas, selon eux, parce que je ne suis juge de rien et de personne, selon eux, des critères physiques nécessaires ou du moins adéquats pour pouvoir bah, avoir une relation amoureuse. Tandis que ce sont des personnes qui sont très intéressantes, qui ont fait des études très intéressantes, qui s'intéressent à beaucoup de choses, qui lisent énormément et comme tu dis, qui ont une culture, ils ont un vrai partage. Alors, c'est un peu stéréotypé, tu sais, tu ne peux pas être beau et intelligent. Non, c'est pas vrai, on peut être beau et intelligent, mais je pense que l'intelligence, c'est quelque chose, la connaissance, parce que c'est pas la même chose. Être intelligent et avoir de la connaissance, c'est pas forcément la même chose. Mais ça, c'est quelque chose qu'on fait vis-à-vis de soi-même. Mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on mettrait forcément sur le CV de quelqu'un pour rencontrer, pour avoir une vraie relation. Ouais. C'est pas ce qui intéresse le plus. Après, tu as des femmes et des hommes qui sont pas forcément sapiosexuels, hein, parce que c'est vraiment quasiment l'extrême d'être attiré que par ça. Mais tu as énormément d'hommes et de femmes, mais plus, je dirais, sur la génération qui est la mienne, hein, à partir de 40 ans, pour des raisons qui sont évidentes, je dirais, parce qu'on a déjà fait marcher déjà un bout de vie. Donc, et ouais, effectivement, là, l'aspect psychologique, intellectuel prend davantage de place. Et c'est pas grave si on n'a pas le six-pack et on n'a pas le bikini et ainsi de suite, quoi, tu vois. Mhm. Et justement, pour revenir sur un petit peu ces croyances, est-ce que tu Mhm. entends encore beaucoup dans ton métier des choses concernant, je sais pas, parlons de la taille, parlons des performances sexuelles, parlons de tout ça un J'y petit peu. Est-ce que venais. tu as encore des choses Ah, de ce j'en ai tout. type-là Je dirais quasiment tous les jours. Ouais, Déjà, tous les jours, parce que bah, les gens spontanément viennent me poser des questions sur Instagram. Après, je peux pas répondre à tout le monde. bah oui, Est-ce que la... Et j'imagine. ça, je pense que tu l'as vu, j'ai fait un post sur ça. Est-ce que la taille compte vraiment? Alors, il y a des hommes qui sont très complexés par leur taille. Alors, dans la taille, il n'y a pas simplement la longueur, mais il y a aussi bah, le diamètre. Donc, il y a les deux paramètres à prendre en compte, hein. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui sont complexés par ça et effectivement qui auront forcément un blocage avec toutes les partenaires. Et ce qui est très très marrant, c'est qu'à l'extérieur, ils auront un comportement un peu, je vais pas dire de macho parce que c'est un mot qui me plaît pas forcément, mais qui auront presque un côté très sur deux. Enfin, ils vont vraiment dégager quelque chose, une assurance certaine, c'est ainsi que je la définis, une assurance certaine,
parce que bah il y a quelque chose à combler derrière, tu vois. Donc bien sûr au travers de leur prisme, je ne donne pas pour argent comptant ce que je c'est pas ma vision des choses. Après bien sûr on pourra toujours se poser la question est-ce que la taille compte ou pas. Je pense que ça aussi encore une fois c'est personnel qu'on soit un homme ou une femme, hein. Mais oui, je reçois encore beaucoup de gens, que ce soit et en consultation et via les réseaux sociaux, qui se questionnent énormément, qui complexent énormément et qui ont presque peur de ne pas avoir un partenaire toute leur vie ou du moins une relation sérieuse à cause de la taille de leur pénis. Ça oui, et beaucoup même. Très bien, ouais. J'imagine, hein, parce que je vois encore, comme tu disais, ton post passer sur la question et je me dis, il est quand même bien suivi de près ce post. Il y a des gens qui Ah commentent, qui oui, likent et tout. Donc je pense que c'est encore et toujours une problématique qui est d'actualité. J'imagine de même que des gens qui doivent finalement, peut-être que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais faire ce podcast, parce que je te disais un peu en off que j'ai l'impression qu'on n'a jamais vu autant de sexe par rapport à partout. Vraiment, il y a énormément de choses qui sont sexualisées. Je te disais rien que l'exemple de TikTok, tu vois, tout ce qui se bien sûr. développe, tous les contenus qui sont hyper viraux, etc. Et qui finalement, d'une manière ou d'une autre, rendent le sexe hyper accessible et hyper visible, mais que d'un autre côté, il n'y a jamais de checkpoint, un moment dans sa vie où on peut savoir où on se positionne sur l'échelle du sexe, mais pas en termes de performance personnelle, mais Non, plus bien en sûr. termes de compréhension de soi, de son corps, de ses envies, de ses désirs. Et justement, je me demandais, peut-être si tu pouvais rappeler à tout le monde, en fait, finalement, ou peut-être ajouter un mot sur le fait que finalement, il n'y a pas, bien sûr, dans la limite de ce qui est légal et autorisé, comme tu Bien disais, mais sûr. que quelque part dans cette partie de nous, il n'y a pas de choses qu'on peut considérer comme normales ou pas normales. Et je pense que c'est aussi, le sexe peut amener beaucoup de culpabilité parce que à aucun moment, je te dis, il y a vraiment ce truc, on n'a pas une vraie éducation sexuelle, tu vois, à proprement parler. Moi, je crois que quand j'étais à l'école, ils en ont parlé un jour dans un autobus où ils distribuaient des préservatifs. Et je crois que Ah ce oui, jour-là, en j'étais effet. malade. En plus, Et je c'était sais pas pas. pourquoi j'ai loupé D'accord. ce jour, c'est dommage parce que c'était un jour sympa, apparemment ils distribuaient des goodies et tout. Et je me dis, putain, c'est ça en fait la sexualité, c'est grandir à l'adolescence et avoir peut-être dans sa vie un cours ou une intervention d'un professionnel sur le sujet Mhm. qui va évidemment rappeler les fondamentaux qui concernent voilà, la protection, etc. Ça va de Bien soi, hein. sûr. Il faut le Bien évidemment, faire c'est bien absolument. évident. Ah bah ça ça va de soi, bien sûr. Mais est-ce que c'est vraiment assez pour se construire en tant que jeune adulte, on va dire, avec une vie sexuelle, et puis après, dans sa vie tous les jours, hein, même en tant qu'adulte tout court? Qu'en penses-tu? Alors, ce que j'en pense, le sexe fait partie intégrante. C'est vraiment une partie intégrante de la dimension humaine. Le fait, à la base, le sexe bah, sert à procréer de manière très basique et très standard. Voilà, donc le sexe fait vraiment partie de l'homme, de l'humain, depuis la nuit des temps. Euh, et effectivement, ce que je déplore, c'est le manque d'information, mais aussi de construction. Je m'explique. Et ça, c'est quelque chose qui peut sembler un peu redondante, mais parce que c'est vraiment la base de la sexualité de chacun. C'est notre vie, notre passé, notre enfance, notre jeunesse, notre cadre familial euh, construit l'homme ou la femme adulte que nous devenons, mais aussi d'un point de vue sexuel. Une famille dans laquelle le sexe est totalement tabou, ou même une petite fille qui a l'âge de 3 4 5 ans n'a pas le droit de voir sa mère nue, bah, va développer des cheminements mentaux qui seront totalement différents d'une petite fille où effectivement il y a une liberté d'expression et de questionnement. Là, je prends un exemple qui est très banal. Aujourd'hui, effectivement, je pense que le fait d'apparenter la construction personnelle de l'humain à sa sexualité, c'est quelque chose qui manque. Et à date, je connais pas de support qui met en avant ce côté-là. On parle toujours de SM, des pratiques un peu déviantes,
parce que bon, Mhm. après, encore une fois, hein, qu'est-ce qui est déviant, ce qui ne l'est pas. Voilà. On est toujours dans l'extrême, en fait. Quand on aborde le sexe, on l'aborde toujours, soit par la souffrance, le vaginisme, les dysfonctionnements érectiles, alors, non que ça n'existe pas, hein, attention, hein, et encore heureux qu'on puisse en parler et qu'on puisse aider les gens, les accompagner là-dessus. Mais le sexe, c'est pas que de la souffrance, c'est pas que de la peur, c'est pas que de l'appréhension, c'est pas que de la performance. C'est une rencontre, hein, c'est la mise à disposition de nos cinq sens avec les cinq sens d'une autre personne. Et c'est vraiment aller chercher, créer cette harmonie dans laquelle chacun trouve son moment de plaisir et de bien-être. Donc, c'est ce prisme-là, je trouve, au travers duquel on parle pas du tout de sexualité. On parle de sexe de manière très structurée, avec des stats. Alors attention, moi aussi je regarde des stats, hein, je ne déroge pas à la règle, mais le sexe, c'est pas que ça. Il y a aussi un volet plaisir, désir et évolutif. On fait pas l'amour à 20 ans, comme à 30 ans, comme à 40 ans, parce qu'on connaît pas son corps de la même façon, parce qu'on découvre d'autres pratiques sexuelles, parce qu'on ose. Le verbe oser est très important dans la sexualité, je trouve. Le fait de se dire, ça peut-être, ça, j'y ai déjà pensé, ça pourrait me faire plaisir, je pourrais le tenter avec mon partenaire. Et du coup, ça engendre le fait être dans la capacité de communiquer et d'être honnête. Parce que ça, je reçois énormément de couples. Ah oui, mais moi j'ai ce fantasme-là, j'ai peur de le dire à ma femme, elle va changer d'image, elle va pas penser la même chose de moi, on se connaît depuis 15 ans, pour elle, je vais être un inconnu. Alors ça, j'en vois énormément. Ce n'est qu'un fantasme. C'est que avouer quelque chose qui n'existe pas finalement. Un fantasme n'existe pas, il n'existe que dans la tête de quelqu'un. Et justement, comment tu accompagnes les personnes qui ont des difficultés à exprimer à leur partenaire leur fantasme? Ce qui est important déjà, c'est de savoir pourquoi il a ce fantasme, l'origine de ce Uhum. fantasme. Je prends l'exemple de quelqu'un, un homme qui a le rêve d'être soumis. Alors ça c'est très tabou aussi, hein, l'homme qui est soumis, sauf dans un milieu BDSM ou SM, mais on va dire, dans la sexualité de tous les jours, hein, un peu de comptoir ou de monsieur, madame, tout le monde, le côté soumission masculin est un peu tabou encore. Mhm. Tu imagines bien qu'avouer à sa femme au bout de 20 ans qu'on a cette envie-là, ça peut être tabou. Donc déjà, c'est comprendre pourquoi. Pourquoi il a attendu 20 ans pour lui dire. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a toujours eu au fond de lui-même? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a mûri avec le temps? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Ça peut être un film, ça peut être une lecture, ça peut être une expérience, ça peut être parce qu'un collègue lui a raconté qu'il allait en club de libertinage et que effectivement ça a déclenché en lui des choses. Voilà, on ne sait pas. Hein, les éléments déclencheurs chez les uns et les autres sont totalement différents. Donc déjà savoir d'où est-ce que ça vient, quand est-ce que ça s'est présenté, parce que ça a forcément un lien avec un contexte personnel. Et effectivement, on met en place un plan tous les deux pour que le dialogue s'instaure. Parce qu'arriver et dire à sa femme je veux être soumis, c'est un peu brut de décoffrage. Et je pense effectivement qu'on n'est pas du tout dans la communication positive. Donc tous les deux, on va établir un peu un plan de travail de comment on va amener cette nouvelle au sein du couple et au sein de l'intimité du couple. Alors là, j'ai pris un exemple volontairement extrême, parce qu'il y a quand je dis extrême, tu m'entends, hein, mais il y a des fantasmes qui sont beaucoup plus soft, hein, comme tu as pu le voir, des gens qui aiment les déguisements ou les petits scénarios, des choses comme ça. Ce sont des choses où effectivement, on peut se dire, tiens chérie, ce soir, j'aimerais bien. Mais quand c'est des fantasmes qui peuvent changer la vision ou la perception du partenaire, là, effectivement, ça nécessite un accompagnement, très souvent. Et on le fait ensemble et ça se passe très bien. Et justement, quel est selon toi le risque de taire ces désirs profonds, tu sais, ces choses qu'on a envie d'accomplir dans sa vie sexuelle avec son partenaire ou bien seul, mais qu'on ne fait pas parce qu'on estime que ce n'est pas bien? Est-ce qu'à un moment donné, on peut avoir des répercussions dans la vie plus tard ou à un moment donné dans le fait de refouler en fait tout ça? Alors, tu sais, la notion de fantasme, de base, c'est quelque chose qui ne se réalise pas. Or, c'est absolument pas vrai parce que nous pouvons avoir des fantasmes qui se réalisent avec le temps ou parce qu'on a trouvé la bonne situation ou le bon partenaire. Voilà.
déjà. Donc quelqu'un, même un spécialiste qui me dit le fantasme, voilà, on est sur une approche totalement freudienne, basique, le fantasme ne se réalise pas. Je ne suis pas forcément d'accord parce que comme tu le dis si bien, quand on est dans le refoulement de quelque chose, ça aura forcément des conséquences sur l'aspect émotionnel, psychologique, voire physique de la personne. J'ai déjà eu des personnes qui avaient certains types de fantasmes où il y avait un côté vraiment psychosomatique qui se développait au fur et à mesure. Alors, c'était pas quelque chose de très grave, hein, mais pour la personne, elle se sentait très mal à l'aise sur le fait de accomplir ce fantasme-là. Donc oui, ça peut avoir un impact avec le temps. Alors, pas immédiat, mais avec le temps, ça peut avoir des répercussions, comme je le disais, sur le côté psychique, émotionnel et même physique de la personne. Donc, bien évidemment, je réitère que ce soit toujours dans le cadre de la loi et de ce qui est autorisé. On est bien d'accord, hein. Donc Oui. ça, c'est quelque chose, voilà. Et c'est important de le rappeler parce qu'évidemment, Mhm. on va dire qu'il y a une zone assez floue, tu vois, sur ça. Donc, c'est pas évident de Énormément. se placer. Mais je sais que tu me disais que toi, là où les limites sont posées, c'est évidemment tout ce qui va être, voilà, dans le cadre de la loi et de s'assurer, voilà, qu'on n'est pas sur Absolument. des choses, voilà, de la Absolument pas. pédopornographie, Ah du non, viol, ça c'est... des crimes, en fait. non. Clairement, ça, Alors c'est tout ce des qui... Oui, choses... oui, absolument. C'est un devoir en fait. Déjà un devoir de praticien, un devoir de citoyen. De plus, tout ce qui touche à la pédophilie, étant maman, il y a un cran encore au-dessus, parce que j'ai une fille qui est aussi exposée aux réseaux sociaux, etc. Donc pour moi, c'est vraiment une question de morale vis-à-vis et du métier Oui. que je fais et de la citoyenne que je suis. Donc il y a vraiment les deux volets. Bien sûr. Et justement, pour rester dans la thématique du fantasme, Mhm, comme tu disais, qui a priori ne se réalise pas, mais qui peut se réaliser en fonction de l'évolution bien et sûr. de notre construction par rapport à ça, c'est quoi un petit peu les fantasmes qui reviennent le plus souvent chez les personnes qui échangent avec toi? Alors, bien évidemment, je dirais que le numéro un, c'est l'amour à trois, hein. Alors, qui avec deux hommes et une femme, qui avec deux femmes et un homme, qui avec trois hommes, qui Ouais. avec trois femmes. Enfin, voilà, c'est vraiment le sexe triangulaire. Ça, c'est Pourquoi vraiment... tu penses qu'il y a une telle hype autour du sexe à trois? Alors, déjà, je pense que c'est dans l'inconscient collectif par rapport à tout ce qu'on peut voir dans la pornographie. Ça, c'est indéniable. Mais c'est aussi... c'est très subtil, hein. C'est-à-dire, quand on est un 3, as-tu la capacité, par exemple, je parle en tant que femme, imaginons je suis une femme avec un homme et une femme, à l'homme, est-ce que as-tu la capacité d'assouvir le plaisir de ces dames? Et aussi, il y a le côté totalement fantasme d'aller chercher du désir, entre guillemets, interdit avec une autre femme quand on est hétéro. Bien sûr, là j'ai donné un schéma qui est basique, il y en a pléthore. Donc il y a vraiment ce côté aller chercher des désirs inconnus et interdits. Par exemple, tu peux avoir des hommes qui sont totalement hétéros, mais qui aimeraient avoir des relations sexuelles avec leur femme et un autre homme, et effectivement qu'il se passe quelque chose avec cet homme-là. Donc, et si après on creuse encore plus, l'homme, comme autant qu'être humain, on a tous une part de masculinité et de féminité. Donc c'est vraiment l'expression ultime de ce côté masculin-féminin qu'on a tous. Mais juste, effectivement, la société nous a toujours dit, si tu es hétéro, tu es hétéro, si tu es gay, tu es gay, si tu es bi, tu es bi, et ainsi de suite. Mais finalement, on l'a tous. On l'a tous. Tu sais, c'est un peu comme le massage tantrique ou comme le fait de stimuler la prostate d'un homme. Ce sont des choses qui restent très tabous, mais qui existent depuis la nuit des temps et qui sont encore tabous pour certains et certaines À au fond. sein surtout des couples hétérosexuels. Après, je pense que Absolument. sur les couples homosexuels, moi j'ai énormément d'amis dans la communauté gay et c'est quelque chose de très courant. Mais voilà, il y a plein de choses. Et ça aussi, ça peut être un fantasme hein, pour un homme, mais très réfractaire pour une femme. Tu vois, c'est... Donc pour en revenir au fantasme, je dirais oui, l'amour à trois, ça c'est vraiment ce qui revient le plus souvent. Il y a aussi tout ce qui touche à des endroits. Alors, pour certains, ça peut être l'avion, pour certains, ça peut être des casernes de pompiers, pour d'autres, ça peut être les bois, enfin des choses très basiques, mais ça reste quand même, ça reste quand même un fantasme parce que ils ont une sexualité,
voilà, assez caché, je dirais, assez, entre guillemets, normal et assez basique, ce que j'appelle la sexualité du missionnaire. Non que ce ne soit pas bien, mais voilà. Et après, bien sûr, la célébrité, coucher avec une célébrité, que ce soit pour un homme ou pour une femme, hein, ça devient... Voilà, j'ai beaucoup de femmes qui disent, oui, quand je fais l'amour avec mon mari, je pense à un tel, donc je ne ferai pas de nom, que ce soit un footballeur, un chanteur ou un acteur. Donc, bon, Ouais. voilà, ça reste du fantasme, parce que le fantasme, c'est vraiment une fantasmagorie de l'imaginaire qui va stimuler des choses en nous. Donc voilà. Et puis pour les femmes, tu as énormément, ça j'avais fait un post, je pense que tu l'as vu. Pour les femmes, bizarrement, il y a cette notion de viol. Alors attention, hein, que ce soit bien, je ne suis pas du tout pro pour le viol ou pour la violence aux femmes, loin de là. Mais dans l'inconscient de la femme, il y a cette notion d'être un peu malmenée tout en étant consentante, bien évidemment. On peut avoir ce type de pratique, je le rappelle, c'est pas culpabilisant. On peut effectivement aimer le sexe un peu plus sauvage, un peu plus soutenu, plus brutal. À partir du moment que c'est consenti par les deux parties, il n'y a aucun problème. Mais c'est un fantasme qui revient très 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 souvent parce que il y a des femmes qui ont une sexualité qu'elles définissent très plate où Mhm. effectivement l'homme n'est pas très entreprenant, donc il y a ce côté fantasmagorique de se dire j'aimerais quelque chose de beaucoup plus ferme, plus viril, et pour certaines ça va juste à imaginer une mise en scène de viol qui serait un viol consenti, tu m'entends, hein, bien évidemment, hein, ça serait assez dramatique, mais voilà, il y a cette notion un peu de violence, si je peux dire. Ouais, ok, d'accord. Et justement, c'est pour ça que j'invite vraiment les auditeurs qui veulent en savoir plus sur le sujet et juste simplement, en quelque sorte, je ne vais pas dire s'éduquer parce que tes contenus sont pas avec ce côté je vais Non, t'apprendre, mais je trouve non. ça super parce que tu as un point de vue où tu apportes les informations mais sans jugement. Mais je trouve que c'est cool parce que justement on en apprend beaucoup sur ça. Et en fait, ça permet aussi le fait que les gens se livrent et sous couvert d'anonymat, en fait, permet d'avoir des vrais retours d'expériences intéressants. Je vois quand tu partages un sondage et tout, le nombre de réponses que tu as et le nombre de réponses aussi intéressantes. Tu vois, c'est pas juste plat, ils répondent pas à la question, ils donnent un petit peu plus. Et ça, c'est génial, ça constitue une base incroyable pour commencer à créer du contenu qui a une valeur ajoutée parce que tu as différentes perspectives et ça aide à pouvoir amener de la valeur sur un sujet. Et justement, tu vois, tout ce truc un peu de vivre sa sexualité pleinement, de comprendre comment ça fonctionne. Mhm. Moi, j'ai le sentiment, et c'est ce que je te disais aussi avant, c'est que la sexualité, pour moi, c'est un petit peu le grand oublié du développement personnel. Parce que Oui, il y a d'accord. encore beaucoup de tabous à parler de sexualité. Je pense qu'il y a des cadres pour parler de la sexualité. J'ai le sentiment, en tout cas au niveau de la société, qu'on ne peut pas s'exprimer sur le sujet de la sexualité n'importe quand, n'importe où. Alors, Mhm. je pense évidemment que ça va de soi parce qu'il y a des moments où ça ne s'y prête pas. Mais quand on parle vraiment de se développer soi, de grandir, d'être mieux dans sa peau, d'être mieux avec soi, on se rend compte qu'en fait, il y a énormément de sujets qui sont intrinsèquement liés. Et je pense que même d'un point de vue développement personnel, pour lire beaucoup de bouquins sur le sujet, de regarder des choses, d'écouter des contenus, j'ai le sentiment qu'on parle souvent de relations amoureuses, relations sociales, mais pas forcément de la sexualité comme un sujet à part entière, en fait. Comme si finalement, cette partie-là, ça devait aller de soi que Mhm. elle se développe par elle-même, en fait. Et donc, je me demandais, est-ce que toi, en tant que sexothérapeute et par rapport à ta compréhension du sujet, Mhm. est-ce que tu voyais finalement la pratique du sexe, ou en tout cas la compréhension de sa sexualité personnelle, comme finalement quelque chose qu'on pourrait travailler comme on travaille, je sais pas moi, sur le développement, sa shape avec du sport, sur la méditation, tu vois, comme si c'était une discipline à part entière. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, totalement, totalement. Regarde, tu parles de développement personnel. En développement personnel, on parle beaucoup du lâcher prise, de la confiance en soi, de l'estime de soi, parce que c'est pas la même chose. On parle du fait de mettre en éveil ses sens, de s'écouter, d'écouter ses envies. Alors, on Oui. parle de tout ça dans le développement personnel, mais effectivement, dans la sexualité, c'est exactement la même chose.
Et justement, comme tu le dis si bien, et je te remercie de mettre ça en exergue, parce que dans les livres de développement personnel ou tout autre type de contenu, on est toujours dans la relation amoureuse. Il faut chercher, il faut trouver l'amour de sa vie, parce que bah, c'est le standard, hein, c'est la finalité ultime, un peu comme les Parisiens qui doivent absolument acheter leur appartement. Hein, tu sais, c'est un peu moi je le vois un peu comme ça, c'est le bill. Si tu Je suis Ah d'accord, oui, ouais. voilà, si tu n'es pas propriétaire, tu n'as pas réussi ta vie. Donc, enfin, c'est pas typiquement parisien, je dirais que c'est vraiment propre à la France, hein, c'est l'aboutissement. Et dans le développement enfin, sur ce que tu dis, les relations amoureuses, le fait d'avoir cette idéalisation de l'amour, on parle que de ça en fait. Et on occulte tout l'aspect sexuel, tandis que je pense qu'on a plusieurs partenaires dans une vie, surtout sur les nouvelles générations, même sur la génération qui est la mienne, on a plusieurs partenaires, et c'est au travers de sa propre connaissance, le fait de savoir se remettre en question, de savoir est-ce que je suis à l'écoute et de mon corps et du corps de l'autre, est-ce que je suis à l'écoute de mes envies, est-ce que je suis apte et capable de être honnête déjà vis-à-vis de moi-même et de dire j'aime ce type de pratique, donc je fais le choix, j'ose encore une fois en parler avec mon partenaire, que ce soit une partenaire d'une nuit, de plusieurs nuits, un sex friends, quelqu'un avec qui on va rester quelques mois, quelques années ou une vie, peu importe, mais bah, ça vient déjà de nous, de cette honnêteté qu'on doit se prôner à nous-mêmes. Et je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que bah, se développer en tant qu'être humain, autant que partie intégrante d'une société, bah, il faut aussi bah, se chercher soi-même sexuellement et aller appuyer sur les bonnes touches. Mais ça, effectivement, on n'en parle pas. Dans la mesure où j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui peut aussi avoir de grandes répercussions sur ses sensations, sur son Mhm. corps. Euh, Tu vois, on parle de cette hormone que le cerveau relâche à partir du moment où tu viens de faire une super séance de sport, etc. Oui. Et en fait, c'est aussi cette hormone du plaisir que tu as lors d'un rapport sexuel, que tu peux avoir en tout cas à certains Mhm. moments. Et je me dis, tu vois, je pense que on gagnerait finalement à se dire, bah oui, j'ai envie de me développer, d'avoir la maîtrise sur mon corps, etc., de me faire plaisir, de me faire du bien. Et au final, on évoque un peu moins cette partie-là, comme si c'était quelque chose de pas bien, en fait. Tu vois, quelque chose. Tu peux pas vouloir avoir plus de sexe. C'est bizarre, tu vois. Et je pense que, en particulier pour les femmes, c'est assez difficile en fait d'être une femme et de pouvoir exprimer librement ses envies, ce au quoi, parce que très très rapidement tu vas être catalogué et donc avoir des envies, c'est quelque chose que tu dois toujours faire en fonction de l'autre, en fonction, là je parle vraiment pour les femmes, hein, mais c'est Oui, sentiment oui. que j'ai quand j'en parle même avec des amis ou quoi, que une nana qui, elle, a envie de se développer dans ce domaine, va vite être mal vue, tu vois, qui a envie de se faire plaisir, qui a envie d'avoir des rapports, qui n'a pas envie d'attendre, qui peut coucher le premier soir parce qu'elle en a vraiment envie, c'est quelque chose de pas forcément très très bien vu, et limite vaut mieux pas que t'en parles à tout le monde si tu le fais, parce Ah que non. ce sera pas vu comme quelque chose de positif. Alors je pense que ça, c'est hélas une croyance qui n'est pas prête de s'arrêter. On peut effectivement être dans une société où il y a ce côté très féministe. Je pense que on aura toujours cette image de la femme qui souhaite se développer, comme tu dis, sexuellement, mais qui sera toujours apparentée à une fille facile. Ça c'est mon opinion, ça changera pas. Là où je te rejoins totalement, et c'est quelque chose que je vois beaucoup, surtout en consultation, et sur la génération, je dirais plutôt 25-35 ans, voilà, c'est vraiment la tendance. La femme, elle se voit comme, pas comme un objet, mais comme quelque chose, son corps, c'est une mise à disposition pour l'autre. Parce que le fait de dire, moi j'aime ce type de pratique, j'aime ce type de geste, j'aime ce type de préliminaire, j'aime ce type de position, tout de suite pour l'autre va être, bah, ah oui, donc ça veut dire que tu as couché avec beaucoup d'hommes, tu sais ce que tu veux, donc tu es une fille facile, donc je peux faire de toi ce que tu veux, ce que je veux, pardon. Mhm. Et donc l'homme, il va être très content, hein, parce qu'il va se dire, bah oui, bah elle fait un peu ce que je veux.
Mais en fait, c'est exactement dans ce cas de figure où tu auras zéro partage en fait. Et il y aura, chacun le fait de son côté. On le fait ensemble, mais pour un but qui n'est pas commun, si tu veux. Donc ça, je le retrouve énormément. Et par rapport à la femme, je trouve qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de procès qui sont faits au développement de son désir, de son plaisir. Et je le vois aussi au travers des réseaux sociaux. Les femmes qui parlent de sexe, je parle pas de sexothérapeute, de psychologue ou autre, elles le font toujours au travers du prisme de la soumission, de tu sais, ce côté vraiment, voilà, je suis libérée. Alors c'est pas, je dis pas que c'est pas bien, hein, mais c'est continuer à contribuer à cette imagerie où la femme, en fait, on en fait ce qu'on l'en veut. On peut être libérée, on peut aimer le SM, on peut être soumise, mais la femme n'est pas que ça. Et si tu fais un tour, je pourrais te donner des comptes que je dirais pas là, mais ce qui est malheureux, c'est qu'il y a toujours ce côté de soumission presque au bord de la pornographie. Alors c'est bien, oui et non, mais il n'y a pas que ça. On n'est pas que ça. C'est intéressant de le soulever, d'autant plus que pour les quelques comptes sur lesquels je suis déjà tombée, évidemment, Mm. c'est comme les femmes ne peuvent s'exprimer librement que à travers surtout l'anonymat. C'est pas Mm. toujours évident, tu vois, d'avoir un discours d'une nana sur laquelle tu peux vraiment au travers de laquelle tu peux un petit peu te retrouver, parce que Non. forcément, si c'est anonyme, bah alors là, tu vas te lâcher à fond et peut-être que tu vas partir dans des délires. Mais d'un autre côté, si tu te dévoiles et que tu parles de ça, tu prends aussi le risque, en fait, finalement, d'être décrédibilisé ou d'être facilement rabaissé et uniquement ramené à ça, tu vois. Et je Bien pense que sûr. c'est après, c'est aussi ce que je te disais la dernière fois qu'on avait discuté, c'est que j'ai le sentiment aussi que pour pouvoir émerger et faire passer un message, aujourd'hui, il faut être particulièrement binaire, tu vois, dans le domaine, et qu'en gros, soit tu y vas à fond, soit tu fais pas. Mais en gros, l'entre-deux n'existe pas trop, et c'est pour ça aussi que je trouve que c'est bien de donner la parole de temps en temps, même s'il y a plein de gens qui ont des choses intéressantes à dire sur le sujet, mais à des personnes qui sont plus expertes et spécialistes, parce qu'il y a une forme de neutralité qui aide aussi à remettre les choses un petit peu la balle au centre, et de dire voilà, ça existe, ça existe. On peut vraiment kiffer ce genre de choses, mais on peut aussi dire voilà, si c'est pas votre truc, c'est pas votre truc, et c'est ok, quoi. C'est Et, ok, bien sûr. et donc, je me disais, par rapport à ça, peut-être, est-ce que toi, je vais poser la question, et je pense que les deux vont... Enfin, j'allais dire, c'est valable d'un côté comme de l'autre. Mais est-ce que tu penses qu'on Mhm. peut Oui. parler d'un épanouissement personnel s'il n'y a pas d'épanouissement sexuel dans sa vie, et vice-versa? Alors ça rejoint encore tout ce qu'on a pu se dire, hein, c'est que il, on peut, il faut faire déjà une différence entre être épanoui. euh, Très souvent, le fait d'être épanoui, ça se relie à la jouissance. Alors on peut Mhm. effectivement jouir, là je parle pour les hommes et pour les femmes, mais pas forcément être épanoui. Donc déjà, il y a ça, il faut savoir ça. Il me semble très compliqué de parler d'épanouissement sexuel, selon le prisme de tout à chacun, encore une fois, quand on a encore des blessures, on a des blocages, des tabous, des non-dits, des complexes, une non-acceptation de certaines choses par rapport à soi-même, hein, j'entends. Hein. Euh, Ça me paraît très très compliqué de pouvoir parler de total épanouissement. Je m'explique. Un homme, une femme qui aura un complexe physique, euh, ça lui sera certainement plus difficile de accéder à certaines pratiques qui lui seront demandées par sa partenaire, parce qu'il va se dire si je me mets dans telle position je vais avoir du ventre, si je me mets dans telle position elle va avoir ma calvitie, et enfin tu vois, là je prends le Ouais. physique parce que c'est quelque chose de très soft. Il y en aura d'autres, il peut y en avoir plein d'autres. Je prends spontanément le physique parce que c'est celui qui est un peu plus récurrent. Et donc comment veux-tu, si tu ne t'acceptes pas, euh, se sentir totalement
épanoui dans la vie intime. Il y aura forcément un côté mental pendant l'acte qui va Oui. reprendre le dessus en se disant il faut que je me mette dans telle position, il faut pas que je dise ceci, il faut pas que je me mette comme ça parce que l'autre va me renvoyer l'image ou un message de ce que je n'aime pas chez moi. Mhm. Donc ça me paraît très très compliqué. Et encore une fois, j'insiste, je prends le physique, mais ça peut être plein d'autres choses. Je prends l'exemple, par exemple, dans les préliminaires, il y a des hommes qui ne font pas, qui ne pratiquent pas certaines choses, mais qui prétendent, qui prétendent effectivement de recevoir, je pense au sexe oral, de recevoir de la part des femmes. Mais parce qu'il y a un complexe, encore une fois, des croyances limitantes par rapport au corps de la femme. Mais ça, quand tu vas creuser, ça vient forcément de quelque chose de beaucoup plus enfui. Et c'est un travail sur soi-même qu'il faut faire. Parce que c'est sale, parce qu'on m'a appris parce que dans mon éducation, on m'a dit que ceci, cela. Donc ça, effectivement, nos croyances à nous, qui sont personnelles, nos valeurs, ont forcément un impact sur la pratique de notre intimité. Ça, c'est indéniable. C'est super intéressant parce que tu vois à quel point tout est hyper relié et que c'est pas des choses qui naviguent toutes seules dans nos vies. Absolument. Et finalement qu'on décide de reprendre quand on veut. Mais en fait, et c'est pour ça que je voulais vraiment en parler aujourd'hui parce que tu vois, moi j'essaye de développer un contenu qui est vraiment lié à la personne pour qu'elle devienne un peu l'entrepreneur de sa vie. Et ça implique évidemment de pouvoir bosser sur plein d'aspects. On parle beaucoup de la productivité, de ses compétences dans la vie professionnelle, de sa capacité à garder la forme, à méditer, à écrire, tout ça, machin. Mais je pense que c'est important aussi de dire que toutes ces choses-là, en fait, c'est que oui, c'est bien. Tout ça, ce sont des outils. Il faut en être conscient. C'est pas des solutions magiques. Mais derrière, on voit que si le travail de fond n'est pas fait, même si vous êtes en train d'écrire, vous lisez des bouquins, vous faites de la méditation, etc. Mais si le boulot de fond n'est pas fait, il y aura quand même des répercussions en fait sur la vie de tous les jours et dans sa vie sexuelle, etc. Et c'est ça que tu me dis en fait, c'est que finalement quand C'est quelqu'un indéniable. vient te consulter, tu te rends compte que dans la majeure partie des cas, il y a un problème plus profond. Et c'est ça le boulot qui est intéressant que tu fais avec tes patients, c'est de comprendre en fait d'où vient le blocage de base. Et en fait, Ou la comme tu souffrance, me hein. disais, voilà, où la souffrance, c'est pas forcément quelque chose qui est de près nécessairement lié au problème même, en fait. Absolument Genre, pas. j'ai un problème d'érection, alors ça doit venir de moi, de mon mécanisme, mais en réalité, c'est pas uniquement, c'est pas comme une voiture avec une panne moteur Absolument. C'est exactement où il y ça. aurait que ça qui pourrait être fixé, en fait. Bah oui. Et en fait, très vite, comme je te disais, au bout de 4 5 séances, ils commencent à faire leur cheminement eux-mêmes et ils se disent, d'accord, donc en fait, c'est ça. Et du coup, bah, là, on parle de blocage, mais comme je te disais, il y a aussi des souffrances qui se voient. Et d'où la personne, effectivement, développe des blocages et comment dirais-je, vraiment un côté presque désinhibé ou totalement lisse face à sa sexualité. Il y a les deux extrêmes. Après, ça dépend encore une fois de la personne. Et c'est ça que j'aime, c'est ce côté totalement personnel et personnalisé dans ce que je fais. Il y a zéro standard. Donc, oui, j'insiste vraiment que tout est un travail de fond et je dis pas que tout se soigne et de manière très rapide parce que la plupart du temps, on va pas forcément à la vitesse à laquelle on voudrait. Moi, dans mon métier, c'est toujours la personne qui met l'objectif et c'est pas moi. C'est là où est-ce qu'on va aller, c'est elle qui me montre et moi, je vais juste être le guide pour pouvoir l'amener à bonne destination. Mais en soi, quand on fait un vrai travail de fond sur ce qui on est, d'où l'on vient, qu'est-ce qu'on a vécu, après ça se débloque tout seul. Ben, c'est super intéressant. Écoute, vraiment, je voulais revenir là-dessus parce que je pense qu'on est
on va dire, un peu au cœur d'une génération de personnes qui sont un petit peu désenchantées par rapport Mm. à la magie, tu vois, de rencontrer quelqu'un, de faire sa vie, de trouver le bon partenaire de vie, de lit, tout ce que tu veux. Et il y en a pour qui c'est pas non plus un objectif et qui sentent une certaine Mhm. pression par rapport à ça. Oui. Et je trouve que pour moi, après, c'est vraiment que mon avis, mais j'ai le sentiment que, tu vois, quand tu engages ce travail de comprendre qui tu es vraiment, quelles sont les choses dans ta vie qui te font du bien, où est-ce que tu veux aller, comment tu veux te développer et que tu assumes ça pleinement, c'est ce qui t'aide finalement à faire face, je trouve, à ces difficultés, à ces moments où tu trouves pas la bonne personne, à ces moments où tu sais que pour le moment tu veux vraiment rester seul. Ou alors, pourquoi est-ce que tu as une surconsommation? Tu vois, dans une période, des fois, tu as des personnes qui vont te dire, ouais, en ce moment, j'enchaîne, mais en fait, je suis pas heureux, je suis Absolument. pas heureuse. Et j'ai le sentiment, tu vois, que c'est bien qu'il y ait aussi des personnes qui soient spécialisées dans ce domaine-là, avec qui parler de ça, parce que de nos jours, on a un peu beaucoup de gens qui sont coachs de vie, qui font tout. Mais je trouve qu'il y a certains sujets, en particulier le sexe et la sexualité, qui restent du domaine de l'intime où les gens ont beaucoup de mal à verbaliser. On nous Tout à pousse pas fait. trop à le faire, tu vois. Mm. Et où c'est bien aussi de savoir qu'on peut être écouté, accompagné. Et je me dis qu'il y a tellement de personnes, parce que bon, on n'a pas cette culture de se poser des questions ni d'apprendre à poser des questions, qui doivent rester silencieux à l'intérieur d'eux-mêmes avec leurs propres pensées, en se disant mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que j'ai un problème, est-ce que je devrais faire ça, est-ce que je suis heureux sexuellement ou heureuse. Et je me dis que justement, des personnes comme toi, des comptes comme toi, tout ce que tu fais, ça peut aussi vraiment dédramatiser ce sujet et aussi déculpabiliser par rapport C'est important. à ce sujet aussi, parce que on est tous là comme ça, du coin de l'œil à regarder, à se regarder, etc. Mais sans trop savoir vraiment, tu vois, par où Bien commencer sûr. dans ce domaine. Et aussi bien les hommes que les femmes, que les personnes non binaires, de comprendre un peu que c'est juste, ça fait juste partie de la vie, quoi. Donc c'est Absolument. un sujet C'est normal. aussi exactement à aborder. Et alors, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu comment ça se passe pour prendre des consultations avec toi? Est-ce que tu opères juste sur Paris? Comment est-ce que tu fonctionnes et où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, je suis à Paris, donc je consulte dans le 16e. Mhm. Mais j'accompagne beaucoup de personnes en province, donc grâce à Skype ou à Zoom. Et on peut me contacter via ma page Instagram, donc il y a mon mail. Oui. Et il y a aussi, on peut cliquer sur contact pour m'envoyer directement un SMS ou un WhatsApp ou autre. Voilà. Ok, donc tu gères directement Mm. les demandes une par une et tu Tout vois à après, fait. comme tu me disais, tu as toujours un petit call de découverte avec Toujours. la C'est personne. obligatoire. Et c'est important de le dire, Obligatoire. hein, parce que tu me disais, voilà, je dois aussi convenir à la personne qui me consulte. Et donc, c'est Bien sûr. l'occasion de savoir un petit peu si moi, je vais lui convenir à cette personne-là, parce qu'on est quand même dans un domaine très intime, et donc il faut que la personne se sente à l'aise. Absolument, et c'est ce que j'ai déjà eu énormément de hommes et de femmes qui me disaient, voilà, vous êtes la cinquième, sixième personne que je viens voir, mais le problème c'est qu'on prend rendez-vous, on se présente au rendez-vous et on ne sait pas. Oh, bah, on connaît pas Ouais. la méthode, on connaît pas la personne, on connaît pas les études qu'elle a fait, la formation qu'elle a eue. Et pour moi, c'est la personne qui est au centre de tout, c'est elle qui drive sa thérapie quelque part, hein. C'est-à-dire qu'elle choisit la personne et ainsi de suite. Donc si moi je lui conviens pas, tout comme moi, si je ne me sens pas capable de Mhm. affronter sa problématique, que ce soit vis-à-vis de mes compétences ou vis-à-vis aussi de ma vie personnelle, bah effectivement, j'aurai l'honnêteté de le dire à la personne et auquel cas, j'ai des adresses et j'ai des contacts d'autres praticiens qui pourront convenir sur la problématique. Donc ça, j'ai aussi cette honnêteté-là. Ça m'est déjà arrivé. Ok, d'accord, très bien. Voilà. Et peut-être pour le mot de la fin, Oui. si il y a des personnes qui nous écoutent et qui justement sont dans des questionnements par rapport Mhm. à leur partenaire, par rapport à leur pratique ou par rapport à leur vie sexuelle ou à leur non-vie sexuelle, euh, par où on commence quand on est dans cet état avec toutes ces questions mais pas de réponse? Alors, si on est en couple,
Je pense que, alors c'est très très bateau, et c'est ce que je conseille très souvent, c'est de prendre juste un papier et de lister. De lister qu'est-ce qui est anxiogène, qu'est-ce qui nous questionne, qu'est-ce qui nous fait souffrir. Et même quand il y a ce côté un peu, voilà, ça me gêne, ça me fait souffrir, de le scorer, un peu ce qu'on fait en sophrologie, hein, j'ai aussi une formation de sophrologue. Voilà, est-ce que ça, c'est une gêne de 1 sur une échelle de 1 à 5, à quel point ça me gêne. Donc déjà, d'être honnête sur papier vis-à-vis de soi-même. Parce que quand on écrit et qu'on le lit, on a déjà dépassé un step. Après, si on estime que ce que on a écrit et les problématiques ou les points bloquants qu'on a mis en exergue vis-à-vis de soi-même sont problématiques par rapport à la relation qu'on a, par rapport à la personne, par rapport au contexte de la relation, parce que parfois on peut être dans un contexte où ça se passe pas forcément bien, et où on est hyper épanoui et on a un peu l'impression d'arriver comme un cheveu sur la soupe. Si on a un ami de confiance qui effectivement peut nous aiguiller, pourquoi pas commencer déjà dans ce côté se dévoiler vis-à-vis de quelqu'un, donc extérioriser sa problématique, ça veut déjà dire la rendre vivante, la matérialiser. Et si on veut aller plus loin, après trouver le praticien qui convient, un sexologue, un psychothérapeute, une sexothérapeute, une sophrologue, il y en a plein, donc selon le besoin et surtout par rapport à ce qui nous parle le plus. Ok, très bien. Eh ben, on va prendre bonne note de ce conseil et justement, j'essaierai de repartager un petit peu des key, on va dire, key takeaways de ce que tu m'as dit par rapport à certaines choses à faire avec soi-même, justement, quand on est dans cette phase de sa vie et pour prendre aussi conscience que c'est un sujet important et à remettre un peu au devant de la scène, un peu plus souvent du moins. Mais en tout cas, je voulais vraiment te remercier pour ta Merci à participation, toi. parce que je peux te dire que j'étais tellement contente de faire ce sujet avec toi, de donner la parole à une femme, de vraiment discuter, voilà, pour parler des choses de manière très sérieuse et très concrète, mais par la même occasion d'évoquer plein de choses différentes, parce que je pense que c'est là aujourd'hui on a un peu balayé les choses de manière Mhm. assez transversale. Mais je trouve que c'est tellement intéressant que, en fait, on peut presque faire un épisode sur une thématique en particulier et vraiment l'amener à un autre niveau, ne serait-ce que pour pousser toutes les choses qu'on peut dire, parce que je pense que tu prends un sujet et à chaque fois tu peux faire les croyances à propos du sujet, C'est les exactement ça. problématiques, les C'est solutions. totalement ça. Enfin, tu peux C'est vraiment aller totalement plus loin. ça. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, parce que ça pourrait être l'objet, je sais pas moi, d'une rubrique de quelque chose où on pourrait en parler de manière un peu plus régulière, de la même manière que je parle de plein de sujets en fait sur mon podcast ou bien à travers mes contenus. Je me dis que celui-ci, il a aussi sa place et que voilà, qui de mieux que Valentina, experte dans le domaine aussi, pour surtout m'appuyer sur ça, parce que c'est quand même celle qui peut apporter son expertise et aussi son recul en tant que professionnelle. Moi, je ne suis là que pour constater et aussi peut-être apporter une vue en tant que, je veux dire, citoyenne lambda Ah, avec sa propre vie, tu vois. Mais en l'occurrence, merci beaucoup. J'espère que merci à toi, Anissa. Mm. tu pourras encore plus développer ce que tu fais, tes activités en ligne, parce que je trouve que même si c'est pas ton métier de base, c'est vraiment quelque chose qui peut être amené sur un niveau intéressant, du moins parce qu'on passe beaucoup de temps en ligne et que finalement c'est aussi là qu'on peut rendre le savoir accessible à tous. Et je te souhaite vraiment encore une fois de continuer à développer aussi ton activité professionnelle et d'avoir vraiment Merci. des super comment dire, thérapie, où vraiment tu as le sentiment d'apporter quelque chose aux gens, parce que c'est quand même important aussi cette partie-là, tu vois, c'est aussi ton épanouissement à toi dans ce rôle. C'est Et primordial, oui. voilà, je pense que tu es sur une super bonne voie, donc je te souhaite que le meilleur pour la suite et j'espère te retrouver Je l'espère prochainement aussi. avec Outrospection quelque part chez moi. Je l'espère aussi. Bon, en tout cas, prends bien Merci. soin de toi et à très bientôt. Et merci à tous encore d'être restés jusqu'ici. À très bientôt. Merci, Anissa. Au revoir.